Chers étudiants, et bienvenue dans la suite du corrigé du concours E3A 2020. Toujours ces corrigés que je vous propose gratuitement sur la chaîne. Et à vous juste de les commenter, de les liker et de les partager. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Bien, dans la première partie, on a parlé un peu des champs magnétiques créés par les bobines. Dans cette deuxième partie, on va parler de transfert de puissance, on va parler de l'induction électromagnétique, cas d'un circuit fixe dans un champ variable. On va parler de tout ce qui est calcul de courant induit, force électromotrice induite. Ensuite, on va parler de l'énergie magnétique. Donc voilà le sujet, je le rappelle. Ici, on vous demande le système de transmission classique utilisé dans les chargeurs actuels. Ici, sa modélisation. Donc voilà, on le modélise par une spire qui contient une bobine qui contient une spire parcourue par un courant variable. C'est la bobine émettrice. Et la bobine réceptrice, c'est une deuxième spire, une deuxième bobine formée par une deux spires. Donc on vous dit le courant, c'est un courant sinusoïdal. Définir et exprimer la puissance instantanée reçue par la puissance émettrice de la part d'un générateur noté P reçu en fonction de L1, R1. R1, c'est la résistance de la bobine L1 et bien sûr D2 sur D2T et déterminer sa valeur moyenne. Considérons également une deuxième bobine réceptrice plate de résistance R2, donc que contient N2 spires. Et ainsi de suite. On rappelle que l'expression du champ magnétique créé par la bobine émettrice, donc ça c'est le champ créé tout simplement par une spire en un point de son axe, par une bobine plate plus exactement. Pour simplifier, on suppose que le champ uniforme dans le plan de la bobine émettrice, ça veut dire tout simplement quoi? Vous avez ici, cette bobine-là va créer un champ magnétique. Normalement, elle est comme ça. On suppose que ce champ-là, il est constant au niveau de cette surface-là. Ça veut dire tout simplement, on suppose que la dimension de cette spire, elle est faible. Vous avez une faible surface. Et si la surface est faible, on peut considérer que le champ créé par cette bobine au niveau de cette surface-là, elle est constant. Donc, c'est l'hypothèse qu'on vous demande d'admettre. Exprimer le flux magnétique créé par la bobine émettrice, flux envoyé par cette bobine à travers la deuxième, d'accord, en fonction des données du problème. Ensuite, le courant I de T étant variable, il apparaît par conséquent une force électromotrice induite. Quel est le phénomène mis en évidence? Donnez l'équation de Maxwell responsable de ce phénomène. Après avoir nommé la loi utilisée, déterminer la force électromotrice induite. En négligeant l'inductance propre, déterminer la puissance générée au niveau de la bobine réceptrice. Ensuite, on parlera du rendement de transfert de puissance. On vous demandera de montrer qu'elle s'écrit sous cette forme. Et enfin, pour modéliser ce couplage, on le modélise voilà, par une bobine L1, une bobine L2 avec un coefficient de couplage M. Définir ce coefficient de couplage en appliquant la loi d'Emaille. Établir les équations électriques couplées vérifiées par I1, I2. Montrer que le système conduit à cette équation-là. EM, c'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique qu'il faut exprimer en fonction de L1, L2, coefficient de couplage I1 et I2, et interpréter cette équation-là. On pose X égale I1 sur I2, montrer que l'énergie magnétique, on peut l'écrire sous forme 1 demi I2 au carré fin polynôme de X, en étudiant le signe, sachant que l'énergie magnétique est positive. Montrer que M va être inférieur à un coefficient de couplage maximal qu'il faut déterminer en fonction de L1 et L2. Et enfin, connaissez-vous des applications de tels circuits couplés? Donc voilà une partie très intéressante, que ce soit pour les étudiants du cycle prépa, que ce soit pour tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Bien, première question. Quelle est la puissance reçue par la bobine émettrice, cette bobine-là? Eh bien, cette bobine, vous savez que pour qu'il y ait un courant électrique, il faut qu'il soit alimenté par un générateur. Donc voilà le schéma équivalent électrique de cette bobine-là. Donc c'est un générateur qui fournit un courant variable I de T. Et puis la bobine, bien sûr, elle va être représentée par son coefficient d'auto-inductance et sa résistance interne, R1. Donc pour calculer la puissance reçue par la bobine, c'est quoi? C'est la puissance fournie par le générateur. Donc vous appliquez loi d'Emaille.
vous avez E égale à RI plus L D de I sur D de T, R1 plus exactement. Si je multiplie les deux côtés par IA par II, vous avez E fois I qui n'est autre que la puissance fournie par le générateur, donc égale à la puissance reçue. Donc la puissance reçue, ça sera RI carré plus L I D de I sur D de T, avec bien sûr I et les données dans l'énoncé, c'est I0 cosinus oméga T. Vous remplacez I par I0 et donc la puissance reçue, ce sera R I0 cos carré oméga 0 T plus L moins parce que la dérivée de cosinus c'est moins oméga fois L I0 au carré sinus oméga T cosinus oméga T. Donc voilà la puissance reçue. Eh bien, deuxième question, sa valeur moyenne. Bien sûr, la valeur moyenne de cos sin c'est 0. Et la valeur moyenne de cos carré, c'est 1,5. Ça, on l'a fait n fois. Donc, valeur moyenne, bien sûr, temporelle. Hein, c'est la valeur moyenne d'une grandeur, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de t, d de t. Et l'intégrale 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi cos carré, c'est 1,5. Et l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus oméga t, bien sûr, c'est 0. C'est une fonction périodique. Bien. Le champ créé par la bobine émettrice, bon ça je rappelle, c'est uniquement, on pourra bien sûr vous demander de le calculer, c'est le champ créé par une spire circulaire en un point de son axe. Hein. On l'a fait n fois, vous avez la démonstration dans le cours, dans les différentes vidéos. J'ai n fois traité ce champ-là. Donc c'est une bobine plate formée par une spire. Donc ça c'est le champ créé par une bobine plate. On suppose que le champ B est uniforme au niveau de la bobine 2. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on suppose que la surface de la bobine 2 elle est très très faible. Donc on peut considérer que le champ créé par la première bobine, hein, cette bobine-là au niveau de la bobine 2, elle est uniforme. Si cette hypothèse est vraie, quel est le flux envoyé par la bobine 1 à travers la surface de la bobine 2? Donc par définition, Φ1,2 c'est quoi? C'est le flux de B1 à travers D2S2. Bien sûr, on oriente la bobine dans ce sens-là. Le flux, je rappelle, c'est algébrique. Donc, si je l'oriente dans ce sens, la normale est dirigée vers le haut. Et bien sûr, elle est parallèle au champ de même signe. Donc, ça sera B1 fois D2S2. Si B1 est constant, donc ça sera tout simplement B1 fois la surface du circuit 2. Donc, je remplace B1 par sa valeur. Et il suffit de multiplier par la surface qui est pi fois le rayon au carré. Quel phénomène mis en évidence dans cette équation? Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux circuits. Un circuit qui crée un champ magnétique et un circuit placé dans un champ magnétique. Vous êtes dans le cas d'un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable. Je rappelle ici, B1, c'est B1 de T. Quel est le terme qui dépend de T? C'est le courant. Donc, le courant I de T. D'ailleurs, cet exercice, on le traite en général de deux manières. Soit on suppose cette bobine fixe et le courant variable, ou bien on peut supposer le courant indépendant du temps, mais dans ce cas, il faut déplacer la bobine suivant l'axe Z. Ici, le paramètre qui dépend du temps, c'est le courant. Donc, je suis dans le cas d'un circuit fixe placé dans un champ variable. C'est ce qu'on appelle l'induction de Neumann. Donc, je rappelle que vous avez deux cas d'induction. Circuit mobile dans un champ statique, cas de Lorentz, et circuit fixe dans un champ variable. C'est ce qu'on appelle cas de Neumann. C'est notre cas ici. Bien, quelle est l'équation locale responsable de ce phénomène? C'est bien sûr l'équation de Maxwell-Faraday, c'est rotationnel de E égale à moins d de B sur d de T. La variation de flux induit un champ électrique. Équation de Maxwell-Faraday. Quelle est, d'après la loi de Faraday, bien sûr, si un circuit, s'il y a variation de flux, et bien sûr il y a ici variation de flux parce que le flux c'est B fois S et c'est un flux qui dépend du temps. Donc, il va y avoir induction d'une force électromotrice au niveau du circuit 2. Et cette force électromotrice, il est donnée par la loi de Faraday, moins d de phi de flux à travers le circuit 2 par rapport au temps. Bien. Donc, voilà l'expression de flux. Donc, pour calculer la force électromotrice, notez bien ici, j'ai calculé juste le flux. J'ai le flux, normalement, le flux à travers le circuit 2, c'est le flux 2,1 plus le flux 2,2. Le flux envoyé par le flux 1,2 plus le flux 2,2. Donc le flux envoyé par le circuit 1 à travers le circuit 2 plus le flux propre. Mais comme on néglige le flux propre, il vous reste juste le flux 1,2. Et le seul terme qui dépend du temps ici, c'est I. Donc la dérivée de I, ça sera I0 oméga. Voilà. Et le reste intact.
Voilà la force électromotrice induite. Bien. Maintenant, en négligeant l'inductance propre, déduire la puissance reçue par le circuit 2. D'accord? Vous avez le circuit 2 placé dans un champ variable. Donc, vous allez avoir création d'un courant induit. Et ce courant induit va générer une puissance dissipée par effet Joule. Et donc, cette puissance, c'est la puissance reçue à travers la première bobine. Vous avez un transfert de puissance entre la première bobine et la deuxième bobine. Et on vous demande de calculer la puissance reçue par le circuit 2, c'est ce qu'on va appeler dans la suite la puissance générée au niveau du circuit 2. Eh bien, comme d'habitude, s'il y a création d'une force électromotrice, on crée le schéma électrique équivalent. Ça veut dire tout simplement, vous avez qui crée chausson électrique, c'est la force électromotrice due à la loi de Faraday. Donc, vous avez puissance reçue, c'est E fois I. Et en appliquant la loi d'Ohm au niveau du circuit 2, vous avez E est égal à R2. Donc, R2 fois I2. D'accord? Donc, E fois I, je remplace E par R2 fois I. Et donc, I, pardon, c'est E sur R2. Et donc, ça donne E carré sur R2. R2, c'est la résistance du circuit 2. Voilà. Donc, la puissance générée, donc c'est R2, E carré sur R2. E, on l'a calculé, il est là. Donc, c'est moins d de phi sur d de t, il est là. Donc, c'est ce terme au carré. Il suffit de le diviser par R2. Voilà, 1 sur R2 fois E carré. Donc, ça, c'est la puissance générée. Et sa valeur moyenne, tout simplement, la valeur moyenne de sinus carré, c'est 1,5. Donc, ça sera 1 sur 2 R2 fois ce terme au carré. Eh bien, on définit la puissance, le transfert de puissance entre le circuit, j'appelle primaire, et le circuit 1 et le circuit 2, c'est-à-dire la quantité de puissance qui est le rendement en transfert de puissance, c'est la puissance générée au niveau du circuit 2 plus la puissance qui est reçue par le circuit 1. Donc, le circuit 1 reçoit une puissance de la part d'un générateur. Il y a un transfert de puissance, une partie bien sûr va être reçue par le circuit 2 et le rendement c'est la puissance générée, c'est la puissance reçue. Or la puissance reçue c'est 1 sur 2 R2 fois I0 au carré. Donc voilà, la puissance reçue c'est R1 fois I0 au carré sur 2. Vous divisez ce terme par R1 I0 au carré sur 2 et vous trouvez exactement l'expression du rendement qu'on vous donne dans l'énoncé à condition de poser K égale à pi sur 2 au carré. Donc voilà, très très intéressant exercice. Eh bien, dans la partie C de cet exercice, on va parler de la modélisation de ce couplage et de l'induction mutuelle. On vous dit le circuit, on va le modéliser par ce circuit-là. Donc vous avez le générateur E1, E2, au générateur E1 qui va créer un courant au niveau du circuit primaire, C1. Donc ça c'est la première bobine en fait, et ça c'est la deuxième bobine. Et le coefficient de couplage est modélisé par le coefficient M. Donc, définir le coefficient de couplage. Bon, le coefficient de couplage entre deux circuits. On part d'un circuit C1, un circuit C2. Donc, le circuit C1 va envoyer un flux à travers le circuit C2. Et le flux envoyé par le circuit C1 à travers le circuit C2, c'est égal tout simplement au coefficient de couplage fois le courant I1. Donc, c'est le circuit 1 qui envoie le flux à travers le circuit 2. Et bien sûr, l'unité du coefficient de couplage, c'est l'Henry. Quelle est l'équation vérifiée par I1 et I2? Bon, il suffit d'écrire la loi des mailles pour le circuit 1 et le circuit 2. Pour le premier, vous avez E est égal à R1 fois I1 plus L1 D2I1 sur D2T. À ne pas oublier le coefficient de couplage plus M D2I1 sur D2T. En fait, ici, c'est R1 I1 plus D2 phi 1 sur D2T, hein, plus D2 phi 1 sur D2T. Et phi 1, il y a le flux propre, il y a le flux envoyé par le circuit 2 à travers le circuit 1. Donc la même chose, loi des mailles au niveau du circuit 2, vous n'avez pas de générateur, donc 0 est égal à R2 fois I2 plus D2 phi 2 sur D2T, qui est égal au flux propre plus le flux envoyé par le circuit 1 à travers le circuit 2. Donc ça, c'est le flux envoyé par 2 à travers 1. Ça, c'est le flux envoyé par 1 à travers 2. Donc voilà, montrer cette expression. Bon, vous voyez bien que E fois, il suffit de multiplier la première équation par I1, et multiplier la deuxième équation par I2 et faire son terme à terme. Donc voilà la première équation, voilà la deuxième. Je multiplie la première par I1, je multiplie la deuxième par I2. Donc j'ai E fois I1 plus 0 égale à E fois I1.
J'ai R1 IA au carré plus L1 I1 D2 sur D2T et ainsi de suite. Et voilà le deuxième terme, R2 I2 au carré, L2 I2. Donc, je ramène tout ce qui est R1 au carré, R2 au carré. Ensuite, j'ai L1 D2I1 au carré, c'est 2 fois I1 D2I1 sur D2T. Donc, je divise par 1,5. La même chose, ça c'est D2I2 au carré. Donc, je rappelle, D2I2 au carré, c'est 2 fois I2, D2I2. Moi, j'ai par exemple ici I2, D2I2, donc je le remplace par D2I2 au carré sur 2. C'est ce que j'ai fait ici. La même chose, vous avez un terme ici, M I1 D2I2 plus M I2 D2I1. Donc, c'est D2I1 fois I2, c'est en fait égal à I1 D2I2 plus I2 D2I1. Voilà. Donc, je peux l'écrire M D2I1 fois I2. Voilà. Sur D2T ici, il manque un sur D2T ici. Voilà. Donc, R1 IA au carré. Donc, E fois IA, c'est quoi en fait? C'est la puissance fournie par le générateur. R1 IA au carré et R2 I au carré, c'est la puissance dissipée par F joule. Donc, qu'est-ce qui reste? D sur D2T, je factorise ici par D sur D2T. Il vous reste 1 demi L1 I1 au carré plus 1 demi L2 au carré plus M fois I1 I2. Tout ça, je l'appelle EM. Donc, la puissance fournie par le générateur, elle est soit dissipée par effet Joule dans les résistances, soit emmagasinée dans les bobines sous forme d'énergie magnétique. Et donc, ça nous permet en même temps de déterminer l'expression de l'énergie magnétique. Donc, vous voyez bien que l'énergie magnétique va être égale à 1 demi L1 au carré plus 1 demi L2 I2 au carré plus M fois I1 I2. C'est une énergie stockée dans les bobines. Donc, une bobine, ça permet de stocker l'énergie magnétique. Un condensateur, ça permet de stocker l'énergie électrique. Bien, dans la suite, on pose X égale à 1 sur I2, mettre l'énergie magnétique sous la forme 1 demi I2 au carré fois P de X. Bon, il suffit de factoriser ici par I1 au carré, par I2 au carré, parce qu'on vous dit I2, et donc vous avez directement L1 fois X au carré plus L2 plus M fois X. Donc voilà le polynôme P de X. Comme l'énergie magnétique il est positive, I2 au carré est positif, donc obligatoirement ce polynôme doit être positif. Quand est-ce qu'un polynôme d'ordre 2 est positif? Sachant que A, le coefficient AX carré, donc A il est positif, donc il faut que delta soit négatif. Donc si delta est négatif, un polynôme d'ordre 2 possède le signe de A. Comme A est positif, donc si delta est négatif, strictement négatif, ce terme va être strictement positif. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà le polynôme. Il suffit de calculer son delta, son discriminant. C'est m carré moins 4ac, L1 fois L2. Delta négatif, ça veut dire m doit être inférieur à une valeur maximale, un coefficient d'inductance maximale qui est 2 racines carrées de L1 fois L2. Voilà. Autre exemple, bien sûr, où vous avez ce type de couplage, c'est le transformateur. D'ailleurs, c'est le schéma équivalent d'un transformateur. On peut le trouver dans le chauffage par induction. Il y a pas mal de systèmes où vous avez ce coefficient de couplage entre un émetteur et un récepteur. Donc voilà pour cette deuxième partie extrêmement pratique, beaucoup d'appliqués, qui est tant valable ou bien utile, que ce soit pour les élèves, les étudiants qui vont préparer leur concours, ou bien pour les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Très très bon courage et à bientôt.